allons pouvoir démarrer. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Claire Viémont, je suis responsable du développement et de la communication d'un projet intégré à France 2030 qui s'appelle le Essaim. Dans le cadre de ce projet collectif et collaboratif qui est au service de la transformation de notre système d'apprentissage, on a le plaisir, comme aujourd'hui, d'organiser des webinaires pour permettre à tous les acteurs de l'écosystème emploi-formation tout simplement de se nourrir, de s'ouvrir et surtout d'identifier des opportunités pour eux aussi de s'engager dans cette nécessaire transformation de notre système d'apprentissage. La thématique du webinaire auquel vous êtes inscrits aujourd'hui, c'est comment organiser la coopération et catalyser les effets de la collaboration pour moderniser cet appareil de formation. Alors, pourquoi cette thématique? On le sait, dans le paysage complexe de notre société actuelle, l'éducation est un enjeu crucial. Les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans les métiers qui ont été identifiés du 21e siècle, ces compétences ont été posées par l'OCDE et aujourd'hui, il est important qu'on intègre ces compétences identifiées de manière plutôt proactive dans nos systèmes éducatifs. Et malheureusement, malgré les nombreux investissements de l'État, malgré les investissements des régions, malgré tous les efforts qui peuvent être déployés par beaucoup d'acteurs de l'éducation, de la formation pour innover et adapter les pratiques, on se rend compte que le sujet de l'efficacité des parcours de formation et d'insertion, ce n'est pas un sujet qui est réglé. On constate encore beaucoup d'écart entre finalement les compétences qui sont requises pour répondre aux besoins des entreprises et celles qui sont acquises, développées, renforcées au cours des dispositifs de formation. Au sein du collectif Essaim, on est convaincu qu'il faut aller plus loin, qu'il faut repenser radicalement notre approche de la formation. Et c'est une opportunité, nous semble-t-il, pour tous les acteurs de l'écosystème emploi-formation de mutualiser nos efforts, de repenser ce modèle d'apprentissage pour réussir finalement à renforcer l'impact des actions que chacun d'entre nous peut avoir sur l'employabilité durable de tous. Quand on parle de mutualisation des efforts, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas juste que nous innovions ensemble. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons convié Laurent et Olivier à croiser leurs regards, à partager finalement quelques pistes qui pourraient nous inspirer, nourrir nos réflexions sur ce sujet de la collaboration au bénéfice d'un nouveau modèle de formation. Alors Laurent Tuaillon, après avoir été consultant en évaluation des politiques publiques et avoir développé, piloté des projets dans le secteur de la formation, du sanitaire et social et autres, vous êtes depuis janvier 2019 mobilisé sur le pacte régional en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez participé à son écriture et aujourd'hui, au sein de la direction Innovation, Territoire et Compétences de France Travail PACA, vous vous investissez pour identifier les opportunités à déployer, des projets d'expérimentation qui vont répondre aux besoins des différentes parties prenantes du territoire, tant en termes d'accompagnement que de recrutement des personnes fragilisées et éloignées de l'emploi. Vous êtes un interlocuteur privilégié aujourd'hui sur la région PACA, des porteurs de projets d'innovation et vous participez de cette manière-là depuis de nombreuses années à la réussite des coopérations au service des enjeux d'innovation dans le cadre des dispositifs de formation. Olivier, ancien consultant chez Bossard Consulting, est aujourd'hui président de Humans Matter et de l'Institut de la sociodynamique. Olivier a placé le facteur humain au cœur de ses approches et en a fait le pilier de Humans Matter. Et aujourd'hui, je vais vous laisser la parole pour pouvoir partager avec nous les différents éléments qui nous semblent intéressants à explorer sur ce sujet des coopérations et de la collaboration. Donc, je vous laisse la parole, l'idée étant que nous nous réservions 10 minutes à la fin de ce webinaire, donc à 14h20, que nous puissions laisser place aux questions et interrogations des personnes qui sont connectées aujourd'hui. Olivier, peut-être, je te laisse commencer. Merci beaucoup, Anne-Claire. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous réserver ce moment
pour parler des dynamiques d'action sur l'innovation pédagogique. Alors en fait, effectivement, je vais peut-être faire un petit passage quand même par la sociodynamique, qui a été conçu dans et à partir des expériences menées chez Bossard Consultant et pas Consulting. Hein, on mettait pas encore de l'anglais partout, Anne-Claire, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Et qui avait effectivement positionné l'ensemble des logiques d'acteurs au cœur des projets de transformation que conduisait cette entreprise de conseil franco-française, dont je vois d'ailleurs un éminent membre parmi nous. Et peut-être, et donc qui a été beaucoup nourri des approches, alors d'abord développées par Jean-Christian Fauvet, qui était un ingénieur en thermodynamique, en tout cas, qui a appliqué un certain nombre de principes d'ingénierie à la relation humaine. Alors ça peut paraître iconoclaste, mais c'était un parti pris qui était très intéressant pour essayer de modéliser et de concevoir des outils qui nous permettent de se repérer dans les relations humaines et ce qui font en fait, et ce qui fonde en fait un des principes majeurs de l'humanité, je crois, la coopération. Avec un principe qui est que la coopération n'est pas naturelle. C'est-à-dire que, et comme elle n'est pas naturelle, il faut l'organiser. Et donc, les outils de la sociodynamique nous permettent en fait de comprendre comment organiser ces coopérations de manière à ce qu'elles créent de la valeur. J'y reviendrai un peu plus tard sur les notions de valeur. Il s'est entouré beaucoup de sociologues, d'Edgar Morin, hein, qui aussi a apporté sa contribution à la systémique. Et puis plus tard, François Dupuis et d'autres penseurs, et qui ont permis de croiser aussi en démarche interdisciplinaire en fait ces mouvements. Alors, le premier point peut-être que je veux apporter, et sur le sujet qui nous préoccupe évidemment, mais que pose aussi la sociodynamique, qui est en fait de quoi on parle. Le quoi on parle, la sociodynamique met l'enjeu de la construction d'un bien commun à l'origine en fait de la logique d'acteur. Et il se définit pas comme ça, c'est-à-dire qu'il se définit en fonction des impératifs des institutions qui le portent, et que peut représenter une région, une entreprise, que c'est une organisation. Et puis les intérêts individuels ou plus, je dirais, plus personnels, de soit des individus eux-mêmes, soit des entreprises qui composent l'écosystème. Et donc ce bien commun, en fait, il va naître déjà, en fait, de quoi on parle. Hein, c'est, tu évoquais tout à l'heure, j'ai pris quelques notes. Hein, est-ce que ce sont les compétences du 21e siècle, ce bien commun qu'on représente? Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour aborder la transition et faire en sorte comment dire, de préserver nos réserves cognitives? Ah, là déjà, peut-être on se rapproche de ce que pourrait être le bien commun. Est-ce que c'est pour bénéficier de faire bénéficier au maximum de l'employabilité de chacun? Tiens, on va un peu plus loin. Voilà. Et donc, tout ce travail du bien commun, il met en œuvre, en fait, d'ores et déjà, en fait, des relations qui sont des relations de négociation pour qu'on puisse se définir ensemble un bien commun. Et parler de l'innovation dans l'appareil de formation, bah, c'est aussi mettre les bons mots, la bonne sémantique autour de ce bien commun qu'on va construire. La deuxième chose, peut-être qu'apporte la sociodynamique là-dedans, sur ces sujets-là, il y a dynamique. Donc dynamique des hommes. C'est donc bien qu'à l'origine, il y a un mouvement. Et ce mouvement, en fait, il va permettre de réconcilier ou d'intégrer un maximum d'acteurs qu'on va repérer et qui ont intérêt en fait à coopérer. La sociodynamique, voilà, va nous permettre de cartographier à un moment donné, dans une logique de cartographie des partenaires, d'ailleurs, on appelle ça comme ça, et d'identifier tous ceux qui sont prêts à coopérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est en capacité de pouvoir faire œuvrer de sa pensée critique de manière à pouvoir émettre l'intérêt qu'ils ont, que chacun a à coopérer en fait dans cette dynamique. Il faut considérer que c'est un mouvement, c'est-à-dire que dans toute construction sur l'innovation pédagogique, bah, il y a des moments où pour innover, il y a des moments pour mettre en œuvre, pour agir,
mais il y a aussi des moments où il va y avoir des résistances. Voilà. Donc, toute cette dynamique-là, il faut considérer que c'est un mouvement et qu'elle s'inscrit dans la durée. Hein, et le temps va être très important, en fait, dans ces dynamiques d'action. Le troisième point, je vais un peu vite, hein, mais parce que sinon je suis effectivement un peu bavard. Le troisième point, c'est de considérer que, comme je disais, la coopération naturelle n'est pas naturelle et donc qu'il va le falloir dans cet enjeu d'innovation et d'intégration de ces innovations dans l'appareil de formation, des bonnes stratégies d'alliance. Et donc, de regarder en ceux qui ont intérêt à coopérer, euh, que ce soit pas fait que en vertical, hein, c'est-à-dire dans mon propre écosystème, ma propre organisation, pardon, mais plutôt dans mon organisation. Et donc, de regarder en quoi est-ce que mes points de contact, justement mon écosystème, va me permettre en fait justement de mener des stratégies d'alliance et d'emporter en fait derrière l'ensemble des autres acteurs. On va jouer sur les bords. Hein, on aime beaucoup jouer sur les bords avec la sociodynamique, sur nos bords, sur les bords communs, et de faire en sorte que ces stratégies d'alliance se mettent en œuvre ensuite. Et puis ensuite, il y a un quatrième point et dernier dans cette introduction peut-être sur la coopération, c'est de considérer non pas qu'on est dans des coopérations ponctuelles. D'ailleurs, à un moment, tu as langue à fourcher, je pense, Anne-Claire, tu as parlé de collaboration. On n'est pas dans une mécanique qui est court terme, mais bien de considérer que on est dans du long terme et on est dans des systèmes de coopération radicale. Voilà. Et donc, oui, qui va emmener en fait un certain nombre d'acteurs à se poser ces questions de la coopération dans le temps et pour effectuer en fait à la fois des ruptures, des ruptures, de l'incrémental, mais aussi des ruptures. Voilà. Et tous ces sujets-là, en fait, quand on en a parlé avec Laurent, ont pris corps dans le projet que tu as mené, Laurent. Et je pense que ça peut être intéressant à partir de là, hein, c'est-à-dire de dire le bien commun, le mouvement, les stratégies d'alliance et les coopérations. Quel a été ton point de vue, tes partis pris en fait sur ces sujets-là? Je te laisse réagir par Merci. rapport à ça. Merci, bonjour à tous. Oui, je vais mettre dans un cas pratique, voilà ce que l'on a vécu au sein de France Travail depuis 2019, qui parle de cette coopération entre tous les acteurs. Donc, en partant du plan d'investissement dans les compétences qui a été lancé pour accompagner et accélérer les transformations des parcours de formation, autant pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés que pour les entreprises. De là, c'est décliné dans chaque région et notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, porté par l'État et par France Travail, le pacte régional d'investissement dans les compétences. Et c'est cet outil, au fil des ans, qui a amené justement toute cette coopération entre les acteurs. Le pacte régional, ses ambitions, c'est déjà de garantir l'accès à des publics fragiles, l'accès à des parcours qualifiants en consolidant les compétences clés. Parcours sans couture, une fois qu'ils ont consolidé les compétences clés, c'est de proposer des parcours qualifiants vers l'emploi, tout en sachant que ces parcours ont été renouvelés tant dans leur contenu qu'au regard des besoins de l'entreprise, de façon prospective. Ça nous a permis d'augmenter considérablement l'offre de formation en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a également mis en place des modules additionnels pour répondre au mieux aux besoins en compétences des entreprises. Pour cela, nous sommes passés par des marchés avec des centaines, enfin en PACA en tout cas 129 parcours de formation différents. Et en PACA, ça a vraiment été un réel succès. En fait, ça remplit le double objectif, ces formations, donc de répondre aux besoins de compétences des entreprises de notre territoire, mais ça permet aussi d'amplifier l'entrée des publics les plus vulnérables, les moins qualifiés. Ces publics qu'on appelle des publics PIC sont en général des publics infra-bac, éloignés de l'emploi. Et grâce à ce qu'on a mis en place, grâce à tous ces marchés, l'accès à la formation a progressé de 20%. Et le taux de retour à l'emploi
qui est un de nos indicateurs très importants, 6 mois après la sortie, a été en progression de 9%. Ça, c'est toute la partie formation. Il y a une autre brique que l'on appelait l'axe transverse. Cet axe transverse, l'objectif, c'est d'accélérer la modernisation de l'ingénierie de formation, d'accélérer la modernisation des modes de mise en œuvre et de l'accompagnement pendant ces formations et vers l'emploi. Ça a permis aussi d'accompagner les différents acteurs de la transformation. On a mis des outils en place à côté de cela, tels que par exemple, on a bien développé les formations en situation de travail, la réalité virtuelle avec l'utilisation des casques. On est allé au plus près du public. On a mis en place les places de l'emploi et de la formation. En fait, c'est un village itinérant qui a comme ambition de capter les publics. En fait, on s'est posé la question, on s'est dit comment mobiliser des personnes qui se sont détournées du système scolaire, du monde du travail et plus globalement des services publics. Donc, France Travail est sorti de l'agence pour s'installer sur une place de village, au pied d'une cité, sur un parking, dans un centre commercial, là où s'adressent ces publics. Et ces places de l'emploi et de l'information ont permis une coopération avec des partenaires pertinents pour ce type d'action, que ce soit des missions locales, des Cap emploi, des organismes de formation bien sûr, des entreprises, les centres sociaux, les associations de quartier, qui ont contribué à inviter les publics et à proposer des espaces au sein de ces places. Il y avait du coaching, du job dating, découverte de métiers, découverte de la formation. Un autre outil aussi qui nous a permis d'aller vers plus de coopération, c'est l'utilisation du lab France Travail en PACA. Donc, on a mobilisé l'intelligence collective dans l'objectif de faire émerger des nouvelles idées, de booster des projets et justement d'accélérer les transformations. Et dernier point, et je rentrerai un peu plus dans le détail après, ça a été un outil fabuleux qu'on a utilisé qui est l'appel à projet. Fabuleux parce que nous, on ne raisonnait qu'en marché jusqu'en 2019. Pour nos formations, ce sont des marchés, donc des appels d'offres, et on a lancé des appels à projets d'innovation et d'expérimentation. On a eu sur toute la période 77 porteurs. On a eu 2 appels à projets plus axés, si j'ose dire, public, le sourcing, la formation, la transformation de l'appareil de formation, comment amener ces publics qu'on est allé chercher jusqu'à des formations qualifiantes. On a eu un autre appel à projet qui lui était plus tourné entreprise, j'en reparlerai, et aussi un appel à projet qui était plus tourné vers les seniors. Et sur ces appels à projets où on a quand même signé 103 conventions de subvention, ben, ce qui a bien marché, on l'a essaimé. On l'a essaimé sur d'autres territoires, on a fait évoluer les actions pour voir et pour en retirer le meilleur. Là, très synthétiquement, voilà ce qu'a été le pacte régional en PACA. Et juste sur ça, parce que la sociodynamique, évidemment, elle s'appuie sur les synergies possibles entre les différents acteurs. Quels ont été peut-être les niveaux de résistance que tu as pu observer sur l'ensemble de ces sujets-là? De résistance, Oui, moi je pense que je ne dirais pas le mot de résistance, le mot d'une dynamique, là j'allais y venir, c'est que le pacte régional est porté d'abord par l'État et par France Travail en PACA. Ça a été deux cultures, deux façons de faire. Et le pacte a permis d'avoir une collaboration, une coopération de tous les acteurs, mais qui n'a peut-être pas été facile au départ. Ça, je le conçois. Voilà. Mais de tous les acteurs, tant au niveau des départements qu'au niveau régional, et qui a amené maintenant toutes les équipes à travailler main dans la main, et c'est devenu normal. ok. Quand on évoque la transformation du système d'apprentissage, en fait, il y a le sujet du passage à l'échelle. Tu l'as évoqué à travers, en prenant le terme d'essaimage, hein, qui est représenté d'ailleurs par le projet Essin, piloté par Anne-Claire sur l'essaimage des compétences du 21e siècle. Alors évidemment, hein, dans le sujet qui nous importe, qui est celui de la dynamique d'action et des sociodynamiques,
on utilise beaucoup la problématique, le levier de l'influence, hein, de regarder dans les acteurs qui nous entourent quel est notre système d'influence et comment est-ce qu'il peut se mettre en action pour faire en sorte que ces dynamiques fassent tache d'huile et en même temps, en fait, touchent un maximum d'acteurs et de bénéficiaires, évidemment. Euh, alors, la sociodynamique, elle traite de ces sujets-là, hein, justement en allant voir comment est-ce que, à partir des modes d'animation qu'on va utiliser et des modes de communication et d'information, on va, je dirais, installer des relations, d'ailleurs, qui nous amènent à des logiques de pouvoir d'influence, hein, et qui derrière permettent de produire des bascules importantes. Comment est-ce que toi tu as observé en fait cela sur le projet mené à travers le pacte au sein de la région? Alors, au niveau des coopérations, ça s'est fait, ça s'est amplifié, ça s'est diversifié. Il y a plusieurs exemples, hein, que je pourrais donner. Là, je vous avais parlé de la place et de l'emploi et de la formation, où là, on ne part de rien pour créer une coopération, ou alors c'est des acteurs qui en amont ont envie de travailler ensemble, et à ce moment-là, on va créer une coquille. Par exemple, on a mis en place les expertises d'avenir. En fait, on a 12 secteurs en tension. Et on a mis en place donc des experts territoriaux, régionaux, par secteur économique, et qui permettent de définir les besoins de formation, les innovations pédagogiques en lien avec tous les partenaires, les institutions, je prends le conseil régional, les grands acteurs des filières. Donc, tous ces gens-là, par exemple, dans les expertises d'avenir, travaillent au quotidien. Et on a les semaines thématiques du commerce, de la santé, transport logistique, etc., qui est une énorme machine qui se met en route. Ça, c'est au niveau national. Et chaque région, notamment en PACA, se mettent en œuvre et travaillent tous main dans la main. On a d'autres exemples que l'on a fait aussi dans le cadre du pacte. Donc, il y avait des appels à projets. Et on s'est dit, les entreprises, nos lauréats, on va faire une rencontre, les rencontres de l'innovation RH, que l'on a expérimenté sur Marseille il y a 2 ans, où il y avait des kiosques. Sur chaque kiosque, on disait, voilà, ce kiosque, qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir en retirer? Alors, c'est aussi bien une offre de services innovante de la part de France Travail que la réalisation des lauréats de ce qu'ils ont fait, l'échange des lauréats entre eux, et avec les entreprises. Et ça a été un tel succès que ça a été essaimé. Ça a été essaimé dans le 06, sur Nice, sur Cannes, à Toulon, à Avignon, dans le 04, dans le 05. Marseille, on a refait une grosse rencontre de l'innovation. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Les gens sont demandeurs d'être ensemble et avec pour objectif de construire des choses ensemble et de faire des choses ensemble. Oui, le sujet du faire est extrêmement important, hein. Nous, on travaille justement, hein, sur juste la capacité de chacun à pouvoir agir sur son propre environnement. Ce qu'on appelle l'agentivité, hein, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir moduler et avoir une action sur son propre environnement, mais aussi du coup de pouvoir en témoigner. C'est-à-dire que ce qui est clé dans ce que tu évoques ici, c'est la capacité de chacun à incarner le changement en question et à faire toucher du doigt sur le fait que cette incarnation, en fait, elle est venue avec l'objet que tu leur as proposé, mais elle produit autre chose. Et donc, donner envie aux acteurs, c'est de produire aussi cette envie-là, cette envie de transfert. Euh, dans les sujets que nous portons nous, chez Humans Matter, hein, tout ça ne se fait pas, comment dire, par hasard, hein. C'est-à-dire que ça procède d'une ingénierie cognitive, c'est-à-dire d'une mise en mouvement qui va permettre à chacun à la fois d'apprendre et de comprendre ce qui se passe, mais aussi d'identifier ce que peuvent être derrière les capacités d'action de chacun. Euh,
voilà, je trouve que c'est intéressant. Je crois que tu avais une peut-être un ou deux exemples sur les dynamiques que tu as créées à travers justement l'agentivité, cette capacité à pouvoir Justement. porter. Ouais. Justement, là, je vous parlais des labs, des différentes sessions labs qu'on a fait, où notamment on a fait un lab de rencontres d'organismes de formation, et de ces échanges, de ces sessions-là, il est né des actions qui ont été financées dans le cadre de l'appel à projet d'innovation et d'expérimentation, notamment avec Humans Matter, projet Impulse Avenir, dont l'objectif était de développer ses compétences cognitives sociales pour faciliter son retour à l'emploi. Il est né aussi une autre action avec Otis Formation et Humans Matter Pouvoir Plus, dont l'objet est de construire un parcours de formation donc, visant à développer l'agentivité des personnes PIC, les plus éloignées de l'emploi, donc développer leur capacité à agir par eux-mêmes en faveur de leur retour à l'emploi. C'est grâce à ces synergies que ces actions ont pu voir le jour. Et je vais aller plus loin. Donc, on a fait des rencontres aussi avec les lauréats de nos appels à projets, qu'ils échangent, qu'ils apprennent à se connaître, savoir ce que l'autre fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et parmi tous nos lauréats, on a retenu, enfin, il y a des actions qui nous semblaient intéressantes pour des publics spécifiques qui sont les publics du BRSA, les bénéficiaires du RSA. Donc, comme vous le savez, il y a la loi du plein emploi. En ce moment, il y a des départements qui expérimentent l'accompagnement des personnes bénéficiaires du RSA. Et en PACA, on s'est dit, voilà, on a 12 porteurs qui ont prouvé leurs fruits, leur plus-value. Et on s'est dit, pourquoi ne pas expérimenter de les mettre tous ensemble pour tester de nouveaux modes d'intervention, des accompagnements diversifiés, personnalisés. Ça se passe sur Marseille, puisque les Bouches-du-Rhône étaient un des départements qui s'est porté volontaire pour cette expérimentation. Donc, il y a l'expérimentation globale, je veux dire, c'est le gâteau, et on a une belle cerise grâce au pacte, qui est une action donc pour les BRSA, avec 12 partenaires que l'on a connus, que l'on a financés et qui ont eu des bons résultats ces dernières années. Voilà. Et donc là, l'objectif, par exemple, c'est d'accompagner 100 personnes dans cette expérimentation. Donc, à chaque étape, on va de plus en plus loin et de plus en plus loin dans la coopération entre les différents acteurs. Oui, puis ce que je trouve qui est très intéressant dans ce que tu évoques, c'est que on n'est pas dans des actions, je dirais, ponctuelles de formation classique, hein. C'est-à-dire qu'on est dans une logique, on est dans des logiques de parcours, c'est-à-dire de chemin, hein, individuel et collectif. Ces parcours, en fait, ils sont pas construits par hasard. Le deuxième sujet pour moi dans ce que tu évoques, c'est que ça met en scène l'expérience, hein. Tu parles d'expérimentation, mais ça met l'expérience en fait au cœur de ces parcours. Et c'est là où on va se servir en sociodynamique des vécus de chacun au travers de ces expériences. C'est-à-dire à la fois avec la réalisation, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les principes de l'effectuation, mais aussi en fait la partie émotionnelle de ça. C'est qu'est-ce que j'en ai vécu, comment est-ce que je l'ai vécu, et qu'est-ce que à moi d'ailleurs ça a procuré. Et évidemment dans les logiques de coopération et de mise en mouvement de la sociodynamique, on se sert beaucoup de ces choses-là en fait, hein, de ces dimensions-là, pardon, pour créer des dynamiques et pour proposer des dispositifs qui vont plus loin que celui que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, il y a un récit en fait qui se construit à partir de là. C'est-à-dire que dès le moment où j'intègre une logique de parcours ou d'autres intègrent des logiques de parcours, on a un mouvement. Il y a cette capacité, et je crois que c'est ça que fait France Travail aussi, hein, à travers cette dynamique, de créer le récit collectif. Ce récit collectif, il fait partie de la sociodynamique en tant que telle. C'est-à-dire que, et à partir évidemment du bien commun qu'on est en train de construire, mais c'est pas quelque chose comment dire, en suspens, hein, mais qui est bien en lien avec les vécus des personnes. Et plus on avance, plus on a de l'expérience et plus Ouais, on peut aller plus loin. C'est ça c'est que ça. nous apporte aussi au fil des années. On voit ce qu'il y avait quand on a démarré, aujourd'hui en 2024, et ça va encore plus loin. Et notre objectif est que ça aille encore plus loin. Ouais. Et ce qui C'est ce était qui expérimental au départ devienne la norme, on va dire.
Oui, et incrémental. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'augmente. C'est-à-dire qu'on a une capacité, hein, une masse, un volume qui fait que on devient à la fois un acteur qui compte et on compte pour les acteurs en tant que tels dans le mode de réponse qu'ils vont apporter. Donc ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant dans les clés de la réussite d'une collaboration. Il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur et d'ailleurs qui est aussi un des principes de la sociodynamique, qui est le système de valeurs. Je parlais du bien commun tout à l'heure, mais le sujet pour moi, c'est comment est-ce que ça crée de la valeur pour moi, ça crée de la valeur pour l'autre. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on se situe dans un échange, c'est-à-dire que ce qu'offre France Travail, le dispositif Pacte et autres, crée de la valeur pour l'ensemble. Mais je dirais que c'est aussi une notion pas que ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle crée de la valeur pour l'avenir. Et ça, en fait, on identifie dans la sociodynamique à la fois les lieux qui le permettent, hein, donc des notions d'espace qui permettent ces rencontres et ces partages de valeurs, mais il y a cette autre dimension qui est celle de l'espace-temps qui va permettre en fait de donner de la profondeur à la coopération. Et d'aller plus loin, justement, donc de donner cette profondeur-là, ça donne toute sa valeur au mouvement, hein, qui était mon premier principe de la sociodynamique, et de passer d'une logique d'initiative ponctuelle à un mouvement. On a souvent, moi, quand je présentais Humans Matter, je disais, en fait, vous n'êtes pas dans une entreprise, vous êtes dans un mouvement. Vous attendez pas, en fait, à vivre statique. Vous allez vivre, en fait, dans une dynamique qui est une dynamique long terme. N'attendez pas, en fait, qu'il y ait des formes d'équilibre. On sera en permanence, en fait, en déséquilibre. Et ce qu'offrent, en fait, ces dispositifs, ce sont des déséquilibres dynamiques, hein, qui est au cœur aussi de la sociodynamique en tant que telle, et qui est porté par France Travail. Hein. France Travail, ce que je comprends, c'est un mouvement. C'est ça, ce que je veux dire, c'est ouais, le pacte a été, sans le vouloir, le pacte a été précurseur de France Travail. On a beaucoup appris durant ces années pour que, depuis le 1er janvier, nous sommes France Travail avec tout ce que cela implique, avec tous les acteurs de l'emploi et même beaucoup plus. Et on a appris beaucoup de choses en amont et on l'utilise aujourd'hui. Oui. Et la question pour moi, là-dedans, peut-être, quand je parlais du bien commun, je disais, en fait, c'est une négociation entre une institution que peut représenter France Travail et puis des acteurs qui représentent à la fois l'écosystème régional, etc. Et cette mise en mouvement, en fait, elle s'opère, je dirais, par des allers-retours, hein, de contributions gagnant-gagnant, donnant-donnant, etc. J'ai envie de te poser peut-être une question qui est peut-être d'ailleurs plus personnelle, mais il faut l'incarnation de cette médiation-là, en fait. Hein. C'est-à-dire que il y a une autre, il y a des gens aussi, c'est-à-dire que ça se fait pas seulement. Il y a des gens qui opèrent cette médiation. Comment toi tu as vécu ça en fait à travers les dynamiques si tu devais dire combien tu as apporté de valeur au système, ce serait à partir de quoi et comment? Qu'est-ce que tu y as mis dedans en fait? Toute ma bonne humeur et ma volonté. Ça compte et ça compte et ça compte. Non, bah, une volonté d'aller ensemble, que ce soit sur les territoires, que ce soit au niveau de la région, avec nos partenaires, d'aller ensemble, main dans la main, vers un objectif commun et de construire ensemble. Ça n'a pas toujours été facile. Par exemple, la mise en œuvre des appels à projets, chacun a sa culture, chacun a sa vision des choses. Et il a fallu qu'on trouve les points communs pour avancer. Et plus on avance, plus on va profondément et on se rapproche de nos objectifs. Je vais prendre l'exemple de notre appel à projet, le dernier qu'on a fait, qu'on appelait Cap Transea, où là, on part des besoins de l'entreprise, ce qui était déjà une petite révolution. À l'époque, pour l'emploi, enfin, c'est les demandeurs d'emploi, il y a les entreprises, mais on part du besoin des entreprises pour répondre, ils n'arrivent pas à recruter, en allant chercher des publics éloignés de l'emploi. Et donc là, on a un nouvel acteur dès le départ dans l'action, qui est l'entreprise. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a fait le bilan d'une action qui a été extraordinaire,
où il y a eu plus de 100% de CDI qui ont été signés pour ces personnes éloignées de l'emploi. Et c'était l'alliance des compétences. On avait l'entreprise, le public, France Travail et l'État à travers le PAC, et l'organisme de formation qui a porté l'action. Et cette alliance des compétences, parce que les entreprises aussi doivent se rénover dans leur façon de recruter, dans la façon de maintenir leurs salariés. Et là encore ce matin, on était dans un bilan à mi-parcours d'une autre action où les entreprises pensent qu'elles font bien, et puis en fait, elles réalisent que non, et elles évoluent aussi. Donc en fait, dans cette dynamique, tout le monde évolue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Oui, avec une vraie question autour de tout ça qui est la mesure. Et d'accorder en fait l'ensemble des acteurs sur qu'est-ce qu'on regarde en fait dans la mesure. Et moi, je le vois sur tous les projets qu'on accompagne, enfin, dans lesquels on est en consortium. Chacun y voit un peu sur sa mesure. Il y a le financeur qui regarde sa mesure. Il y a évidemment l'organisme bénéficiaire. Il y a l'ensemble des intervenants qui voient chacun, eux aussi, leurs mesures. Et la question de la façon de se raccorder sur un système de mesures commun, qui rejoint la notion de valeur d'ailleurs, de valeur, de création de valeur et de création de valeur dans le futur, elle n'est pas facile. Et ça, c'est des sujets qui, pour moi, sont au cœur du bien commun. C'est-à-dire comment est-ce que dans le bien commun, en fait, on s'accorde aussi sur le système de mesures. Je ne sais pas quelle est ton expérience par rapport à ça sur la façon de raccorder la valeur de chacun. Oui, alors après, tout dépend voilà, du type, de la typologie de projet que l'on va financer. Là, je vais vous parler donc, des projets dans un appel à projet Cap Transea pour les entreprises. Il y a beaucoup de choses à mesurer. La première chose, c'est qu'il y a 51 personnes éloignées de l'emploi, infra-bac, qui ont signé un CDI et qui ont commencé hier. Ça, c'est déjà une première mesure. Il y a l'entreprise qui a énormément évolué parce qu'au départ, quand quelqu'un lui a proposé ça, ils ont dit non, mais enfin, c'est pas possible. À savoir que l'entreprise, ils étaient 200 personnes et aujourd'hui, ils sont 251. Donc le gap que ça a mis et leur façon de faire les choses, leur évolution, même une révolution pour eux. L'organisme de formation qui a créé du sur-mesure avec des appels à projets d'innovation d'expérimentation, ce qui est intéressant, c'est que c'est du sur-mesure et on teste. Il y en a, ça n'a pas marché, il y en a, ça marche très bien, voilà. Et pour nous, on va voir tout ça, on va voir le global, l'évolution de l'entreprise, parce qu'elle va avoir encore besoin de 12 personnes à recruter. Donc déjà, elle a fait un grand pas. L'évolution de la structure organisme de formation qui a porté et qui nous a proposé un nouveau modèle. Nous, les objectifs sont atteints. Donc là, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et bien sûr, le public éloigné de l'emploi qui a pu signer un contrat à durée indéterminée. Voilà. Après, Ouais, il y a des projets, ça va être beaucoup plus complexe. Oui, parce que ce qui est intéressant, ce que ça met en jeu, moi, il me semble, dans les dynamiques d'acteurs autour de ces grands projets, c'est à la fois le niveau de performance atteint, c'est-à-dire les résultats dont tu parles, le nombre de CDI, de transformation de CDI, la façon dont les différents organismes touchent, je dirais, les bénéficiaires et autres, etc. Et surtout, et pour moi, on joue beaucoup sur les deux dimensions, c'est la dimension du potentiel. Et donc, qu'est-ce que ça me donne en fait comme potentiel atteignable dans le futur? Cette notion de performance et de potentiel, pour moi, elle est au cœur de l'innovation pédagogique et de la façon dont on pense les systèmes d'acteurs dans le temps. Euh, et, et là, il y a un message vis-à-vis des organismes publics qui nous regardent souvent sous l'angle de la performance. C'est-à-dire, on n'est pas que là-dedans, en fait, sinon ça ne servirait qu'un seul temps, justement. Et donc, la question, elle est comment valoriser, en fait, ces potentiels. Ça fait appel évidemment à ce qu'en disent les gens, mais aussi en fait à leur réalisation future. Moi, je mets autant en fait de valeur dans les potentiels atteignables que dans les performances déjà atteintes. Bien sûr, tout à fait. Et après, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais il y a le financement qui est quand même la base. Et pour aller plus loin, quels sont les financements existants?
Il y a des financements pour des expérimentations, des innovations, mais une fois qu'on l'a expérimenté, qu'est-ce qu'on fait? Qui va poursuivre le financement? Là, nous, 2024, c'est une année charnière. Le pacte s'est terminé le 31 décembre 2023. Là, on attend le PIC 2.0. Mais là, c'est de grandes questions qu'on est en train de se poser pour tous ces acteurs qui ont tous travaillé ensemble, la suite et après. Oui, mais c'est là où enfin, si je prends le modèle Essaim, on a intégré le business model au cœur du modèle Essaim. C'est-à-dire que ça fait partie d'un des livrables. On n'est pas juste financé. En fait, on est financé pour financer dans le futur. Et donc, toute notre articulation, c'est de dire comment est-ce que le modèle Essaim continue, en fait. Comment est-ce qu'on laisse un nouveau bien commun, hein, à disposition de l'État, des collectivités, des organismes de formation, des OPCO, etc., des CFA, mais avec un modèle économique derrière qui permet en fait sa propre subsistance et sa propre augmentation. Ça, c'est une bascule très fort de façon de penser, C'est ça. l'espace mental, on dirait. C'est ça. C'est des choses à développer. Exactement. À développer au niveau de tous les acteurs. Parce que cette logique, on ne l'a pas instinctivement. Exactement. Ouais, c'est ce que propose, merci à tous les deux pour vos échanges, vos pistes. Cette notion de mouvement, c'est ce que propose effectivement Essaim, comme tu le disais, Olivier, hein, d'avoir une dynamique collective, collaborative, qui soit un mouvement qui a été initié il y a 18 mois et qui va continuer pour les 18 prochains mois pour définir ce nouveau modèle commun et durable pour notre écosystème. Il nous reste moins de 15 minutes. Ce que je propose, c'est peut-être de donner la parole aux personnes qui sont connectées, s'il y a des questions, des réactions par rapport aux échanges que vous avez eus sur cette thématique de l'organisation de la coopération et des effets de la collaboration pour moderniser notre appareil de formation. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions? Je vous invite à lever la main pour pouvoir échanger, partager encore pendant quelques minutes avec Laurent et Olivier. Pas de réaction, ni d'interrogation. Toujours la première qui est la plus difficile. Alors, on a Sophie. Il y en a une dans le chat. Ouais, Sophie qui nous pose la question de comment individuellement pouvons-nous prendre part au mouvement Essaim. Alors, individuellement, il y a plusieurs manières d'intégrer le mouvement Essaim. Il y a la possibilité effectivement d'endosser le costume d'essaimmeur pour justement s'approprier ce modèle-là et pouvoir l'essaimer dans son écosystème, que ce soit un écosystème territorial, de métier ou tout simplement de pratique. Pour celles et ceux qui sont intéressés sur la manière dont on peut s'embarquer en tant qu'essaimeur ou en tant que partenaire d'expérimentation pour justement créer des regroupements, des consortiums pour s'engager dans des projets. J'organise le 7 mars prochain une présentation plus spécifique du projet Essaim et de la manière dont chacun peut contribuer, s'embarquer dans le projet. Sylvie, Laurent et Olivier nous ont parlé des résultats de la coopération, mais j'aurais aimé avoir des indications sur la méthode pour organiser la coopération. Concrètement, comment s'y prendre? Pour France Travail, on a appris en marchant. Voilà, c'était un programme tout nouveau et on a créé des outils, les différentes choses dont je vous ai parlé, que ce soit les rencontres d'innovation, utiliser le Lab France Travail, les appels à projets, etc., etc. C'est au fil des mois, voilà. Nous aussi, on a expérimenté en fait. Et après, il y a des actions que vous avez évoquées, Laurent, sur réunir des acteurs de la formation qui avaient envie de contribuer à l'innovation, à la transformation du système d'apprentissage. Je me souviens de l'exemple d'une réunion qui avait été organisée au Lab Pôle emploi à Marseille, où finalement s'était mobilisé une vingtaine d'organismes de formation et l'objectif de la journée a été ensemble
d'identifier les axes sur lesquels il y avait des opportunités, des intérêts communs à créer une offre commune. C'était ça aussi qui était intéressant, c'était de se dire on est ensemble pour imaginer ce qui permettrait d'optimiser, de renforcer les dispositifs qui peuvent être mis en place. Et je crois que c'est ce que vous évoquez sur des projets qui ont vu le jour à l'issue de cette journée-là. C'est aussi créer le cadre pour que les acteurs puissent croiser leurs regards et imaginer les solutions ensemble. C'est ça. Et c'est une dynamique qu'on va continuer, notamment bientôt dans les Alpes-Maritimes. Il va y avoir à nouveau une rencontre avec comme ça des lauréats organismes de formation pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est une des actions que l'on veut perdurer dans le temps, parce que ça rapporte. En fait, dans la logique d'Essaim, du projet Essaim, dans le parcours Essaim, parce que c'est un parcours dans lequel on s'intègre, on aborde la sociodynamique à partir en fait d'une capacité de chacun à pouvoir cartographier son réseau. Je pense qu'on a parfois l'impression d'être seul. La question de la coopération, elle commence d'abord par le fait de se dire qui a intérêt à coopérer, intérêt, alors je mets le terme, j'ai pas honte, intérêt à coopérer en fait sur l'enjeu que je propose, que la région propose ou que voilà. Cette cartographie, elle est essentielle. Et elle doit rejoindre en fait les cartographies de ceux qui vous entourent. En fait, vous pouvez demander à des gens qui vous entourent de la même façon de réaliser leur propre cartographie. Et dans la mutualisation de cette cartographie, on va regarder en fait tous ceux qui ont les mêmes intérêts. C'est une démarche que je vous propose là. Donc c'est dans le comment. Une fois que vous avez articulé ça, en fait, il y a toute une question de la mise en mouvement de ça à travers l'objet que vous proposez et de regarder comment est-ce que tous ces acteurs qui ont intérêt à coopérer peuvent mettre en œuvre leur propre agentivité, donc leur propre capacité à agir sur les systèmes, et d'avoir donc une dynamique qui se met à l'œuvre sur des projets communs qui touchent le vôtre. Voilà. Ce processus-là, ce mode d'intervention-là, cette façon d'intervenir, on le propose à travers le parcours Essaim. On le propose aussi à travers l'Institut de la sociodynamique qui travaille sur ces dynamiques d'action. Et c'est articulé. Encore une fois, en prenant le principe, même si on sait que dans la nature, la coopération naturelle existe, il y a des communautés, je vais mettre le terme, des communautés animales qui coopèrent naturellement. Voilà, en tout cas, dans l'humain, moi, je mets au cœur de ça qu'elle n'est pas naturelle. Donc, on l'organise. Voilà. Et une des premières façons de l'organiser, c'est de cartographier. Cartographier les communautés qui ont intérêt à coopérer sur l'objet que vous proposez. Et ensuite, les mettre en action, les mettre en mouvement. Voilà. Leur proposer derrière, en fait, un mode d'alliance sur les sujets à transformer. À ce sujet-là, cartographier, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, il y a une plateforme, La Place, où il y a des communautés régionales, thématiques, etc. Il me prend pas cas. On avait une cartographie de tous les acteurs. C'est quelque chose d'énorme, de tous les acteurs qui œuvraient tant dans nos marchés que sur les appels à projets, etc., par thématique, en PACA, et qui est un outil fort utilisé. Oh oui. Dans les projets financés par France 2030, on a des communautés d'acteurs aussi qui ont répondu dans des logiques de consortium. Et les consortiums se relient entre eux dès le moment où chacun, en fait, est en capacité et en toute transparence à mettre leur intérêt à coopérer sur telle ou telle ambition. Ça, c'est très important de faire se rencontrer ces intérêts individuels pour en faire un bien commun. Un des outils, quand on veut un objectif, c'est le consortium. Le consortium vraiment rapproche les acteurs, toutes les structures qui sont au sein de ce consortium, et c'est beaucoup plus que du partenariat. Et ça va beaucoup plus loin. Nous, on l'a découvert lors de notre dernier appel à projet. C'est vraiment un consortium et on a obligé tous nos porteurs à être en consortium.
avec des entreprises, entre autres. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et peut-être que le sujet, oui, mais pardon, Claire. Le sujet, un des sujets aussi, quand je parlais d'intérêt à coopérer, c'est pas forcément qu'ils se ressemblent, s'assemblent. D'ailleurs, moi, c'est peut-être même sans doute l'inverse. C'est de comprendre en quoi est-ce que les complémentarités, la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarité, je ne sais pas comment le formuler ici, permet, par le croisement de compétences complémentaires et différentes, de générer une valeur supplémentaire. Et je pense que la coopération, ça passe aussi, non pas que par des gens qui se ressemblent, mais par la différence et la complémentarité qu'elle peut apporter. Il reste 5 minutes et on avait une interrogation de Sophie. Olivier, tu as évoqué la notion de mesure pour chacun. Et la question, c'est finalement quels sont les outils de mesure qui s'offrent à nous concernant les soft skills? Ouais, bah, tu peux répondre aussi, Anne-Claire. On a développé, et grâce à France 2030 d'ailleurs, grâce au consortium S1, on est encore en train de le développer, l'Observatoire de la capacité d'agir. C'est-à-dire de travailler sur une mesure de l'agentivité individuelle et collective qui se met à l'œuvre à travers les projets. Donc d'aller chercher en fait ce que sont les points clés d'accomplissement. Donc c'est un système de mesure qui est adressé par des questionnements, des questionnements en longitudinal, c'est-à-dire pas un seul point de mesure, mais plusieurs points de mesure, pour regarder comment est-ce que se mettent à l'œuvre des trajectoires qui me permettent d'avoir pris en main mon propre environnement. C'est ça l'agentivité, quand même, avoir pris en main mon propre environnement. Et bien, cette agentivité-là, en fait, on est en train de l'étalonner et de proposer un outil de mesure universel. Hein. Pour moi, c'est un bien commun qu'on est en train de construire pour regarder comment est-ce qu'on s'empare de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on regarde comment est-ce que les trajectoires se mettent à l'œuvre, mais on regarde comment est-ce que les anti-trajectoires s'éliminent d'elles-mêmes, c'est-à-dire celles qui ne créent pas de valeur. Ce qui est très important dans ces systèmes-là, dans les soft skills, hein, moi, il y en a une qui me plaît, alors moi j'appelle ça plutôt les métacompétences, c'est évidemment apprendre de ce qu'on apprend, mais c'est aussi désapprendre. Et apprendre à désapprendre, ça fait partie en fait de ces systèmes de mesure. C'est comment est-ce que, je sais plus, il y a quelqu'un qui s'est exprimé dernièrement, je retrouverai, mais en disant que ce qui nous différencie de l'intelligence artificielle et qui est une compétence, c'est l'oubli. Heureusement qu'on s'est oublié en fait. Et le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça vient nous ressasser peut-être des choses qu'on aurait aimé oublier. Hein. Et donc, mais ça, c'est notre capacité propre, l'oubli. Et je crois que l'oubli, c'est comme les systèmes de désapprentissage, ce sont des choses qu'il faut qu'on apprenne à conserver et voir qu'on se dise, ben voilà, j'en ai fait, ça y est. Tout ça, en fait, c'est passé. Ça a eu peut-être de l'impact à un moment donné, ça n'en a plus demain. Pour terminer, il nous reste 2 minutes et on avait un retour dans le chat de Cécile qui disait qu'effectivement, on partageait ici des convictions et les démarches associées. Mais dans l'ensemble, qui vous pose la question, dans l'ensemble, comment estimez-vous la maturité du marché vis-à-vis de cette transformation? Laurent, peut-être la vision de terrain. Elle est ni mûre ni pas mûre, elle est en constante, à chaque fois on en apprend et à chaque fois on progresse. Donc je pense qu'elle ne sera jamais, pour moi, elle ne sera jamais mûre. Ou alors il faut définir à quel moment on peut dire que c'est mûr. S'agissant de la formation quand même, moi je pense qu'il y a de moins en moins d'acteurs qui se satisfont du statu quo. Et on voit bien que aujourd'hui, en fait, hier, hein, la base des référentiels qui étaient les référentiels de compétences classiques c'était plutôt basé sur des compétences de gestion. On voit bien que ces compétences de gestion, notamment pendant les crises qu'on a vécues, ont eu leurs limites et qu'il fallait monter d'un cran, en fait, nos capacités à comprendre, et notre capacité à prendre conscience d'eux et notre capacité, à partir de cette prise de conscience, à agir sur nos propres environnements. Ça, c'est de la métacognition. Ça, c'est d'autres référentiels. C'est plus des référentiels de compétences qu'on coche, c'est des référentiels d'expérience qu'on fait.
Voilà. Et ça, je crois que j'ai le sentiment en fait que les acteurs de la formation se sont emparés en fait de ces principes d'action. Voilà. Jusqu'à la Merci. prochaine étape où il y aura encore quelque chose de nouveau et dont il faudra s'emparer. Oui, mais là, Merci. il faudra un autre webinaire, Laurent. Pas tout donner, on peut pas tout Merci. donner aujourd'hui. Hein. Ouais, merci en tout cas à tous les deux. Merci, Laurent. Merci Olivier, merci Laurent. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de vous connecter et de partager sur ce sujet de l'organisation de la coopération et des effets de la collaboration au service de la modernisation de notre appareil de formation. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à Merci. bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.